Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, j'interviens en ma qualité de co-directrice du groupe de travail sur l'OSINT que nous avons co-dirigé avec les professeurs Séjean et les professeurs Varusfeld qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais je vais porter la parole de notre groupe de travail. Ce groupe de travail sur le cadre juridique applicable à l'OSINT, il est issu d'un partenariat entre l'Alliance pour la confiance numérique et la chaire cyber de l'IHEDN. Nous avons dans ce groupe de travail des personnes issues de différents secteurs qui utilisent l'OSINT, le régalien, les entreprises, les avocats. Et nous avons aussi des universitaires, donc des professeurs et des docteurs en droit. Alors de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui ? Mon intervention se fera en 3 temps. Dans un premier temps, en introduction, je vais vous donner la définition que nous avons retenue de l'OSINT. Je vous parlerai du contexte de nos travaux et puis je vous parlerai aussi de la méthodologie de recherche en droit que nous avons employée. Dans un deuxième temps, je vous ferai un état des lieux. Je vous parlerai du droit applicable à l'OSINT et puis de l'insécurité juridique et pourquoi nous avons eu ce besoin de créer un groupe de travail. Et en dernier temps, je vous expliquerai que le droit peut et doit évoluer. Et je vous parlerai du résultat de nos travaux qui vise à répondre à l'insécurité juridique que nous avons identifiée. Premier temps de parole, la définition de l'OSINT. Pour nos travaux, il a été nécessaire de définir l'OSINT et de le définir en français et dans un langage juridique. Je vais vous livrer tout de suite cette définition. Nous parlerons un petit peu plus tard de notre projet de texte que nous avons rédigé. Mais cette définition, pour nous, l'OSINT, ou le recueil d'informations en source ouverte, correspond au recueil de données accessibles publiquement, y compris lorsque cet accès requiert la création d'un compte, donc ça c'était un élément important, au travers d'un traitement de données automatisé ou non, y compris par fouille de texte, donc la fouille de texte c'est le moissonnage de données ou le web scraping, en vue de leur réutilisation à des fins commerciales ou non par les personnes morales ou les personnes physiques. Donc vous voyez une définition assez large et qui correspond à l'esprit de notre projet parce que nous souhaitons créer un cadre de droit commun applicable à l'activité d'OSINT. Alors maintenant que j'ai dit ça, pourquoi est-ce que l'OSINT est nécessaire ? Je pense que vous êtes déjà tous convaincus de la nécessité de pratiquer l'OSINT. Eh bien, je voudrais vous rapporter les propos d'un de nos membres du groupe de travail, qui est le chef d'escadron Mathieu Audibert, qui est officier de gendarmerie affecté au COM Cyber. Nous avons restitué le fruit de nos travaux il y a quelques semaines au Paris Defense and Strategy Forum. Et Mathieu est intervenu pour expliquer pourquoi, dans sa pratique, en tant qu'officier de gendarmerie, pourquoi est-ce que l'OSINT est nécessaire ? Eh bien, il a dit plusieurs choses. Il a dit que désormais, 85% des enquêtes pénales nécessitent de traiter des données numériques. Il a dit ensuite, il nous a donné ensuite 3 exemples. Premier exemple, selon lui, les recherches en source ouverte sont comme une enquête de voisinage 2.0. Elles permettent d'étayer une procédure en apportant des indices qui sont ensuite vérifiés par des éléments de preuve plus classiques et croisés par des réquisitions judiciaires. Deuxième chose qu'il nous a dite, l'OSINT réinvente en partie la manière de conduire une enquête judiciaire. Avant d'émettre une réquisition judiciaire ou une demande de coopération internationale, il est parfois plus utile de faire d'abord dans un premier temps des recherches en source ouverte. Troisième chose, il nous a dit que l'OSINT, donc il ne permet pas seulement de sanctionner les infractions, il permet aussi de les prévenir, parce que la CTI ou le renseignement d'intérêt cyber sont des moyens pour prévenir la commission des attaques au préjudice d'intérêts français. Donc voilà pour le secteur régalien, la nécessité de l'OSINT dans le secteur régalien. Maintenant, je parlerai aussi de la nécessité de l'OSINT dans le secteur de la cybersécurité. Au cours de ce forum, il y a pas moins de 18 interventions qui comportent dans leur intitulé le terme OSINT. Donc ça montre la place importante que l'OSINT a pris en matière de cybersécurité.
Pour ne prendre qu'un des nombreux cas d'usage, je vais parler de celui concernant la lutte contre l'ingénierie sociale. On sait que les attaques pour ingénierie sociale représentent un nombre élevé de cyberattaques. L'exploitation des données en source ouverte facilite, selon les études, 80% des cyberattaques. Donc la matière première de ces attaques qui leur permet de prospérer, ce sont les données que les cyberdélinquants récoltent en source ouverte. Mais l'OSINT, il ne sert pas seulement à commettre des infractions, il sert aussi à les prévenir, parce qu'en récoltant les données en source ouverte, on peut se mettre dans la peau d'un attaquant et puis avertir la victime, que ce soit une personne physique ou une personne morale, une entreprise ou une institution, lui dire ce qui est visible d'elle et comment elle peut faire pour se protéger. Donc on a dit ce qu'était l'OSINT, on a dit que c'était nécessaire. Maintenant, parlons de la méthodologie de recherche en droit que nous avons utilisée. Comme nous sommes sur le village recherche, j'ai pensé qu'il était important d'expliquer ce qu'était la recherche en droit. Ici, au forum, je pense que nous avons surtout des personnes qui sont issues des sciences dites dures, mais les sciences humaines et sociales, elles ne doivent plus et elles ne peuvent plus ignorer les sciences dures. La recherche en droit, elle est absolument nécessaire pour faire avancer les règles qui nous gouvernent, pour vérifier qu'elles sont adaptées aux besoins de la société, et faire en sorte qu'on ait un système normatif qui serve le bien commun. Un grand nombre de réformes, d'avancées législatives ont été impulsées par des personnes qui faisaient de la recherche en droit, par des chercheurs, par des professeurs. Pour l'illustrer, je vais vous donner un exemple qui est assez parlant et qui ne s'applique pas au droit de la cybersécurité. Et je vous ai mis l'image ici de l'essai de cet auteur. À l'ère industrielle, on a commencé à voir des dommages subis par les ouvriers et provoqués par les machines à vapeur. Il y avait une problématique, c'est qu'avant ça, les dommages, ils étaient surtout causés par des choses animées, donc des humains ou des animaux, mais jamais par des choses inanimées telles que les machines à vapeur. Et donc les ouvriers n'arrivaient pas à trouver réparation lorsqu'ils perdaient un membre à cause d'une explosion, ou lorsqu'ils mouraient même, leur famille ne trouvait pas réparation. Et ça devenait insupportable pour la société. Nous avons donc des deux professeurs de droit qui ont rédigé une doctrine pour faire évoluer le droit et proposer une réforme du droit de la responsabilité qui colle avec les évolutions de la société. Ça a été une évolution majeure en droit et elle a été impulsée par des chercheurs. Alors pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que si on veut que la cybersécurité elle soit efficace, si on veut protéger les individus, les institutions, les États et le bien commun, eh bien, il faut un environnement juridique adapté à l'état de la menace et donc un travail de recherche en droit. Maintenant qu'on a dit ça, que la recherche en droit était importante, eh bien, comment est-ce que concrètement on fait de la recherche en droit ? On collecte des données, on réunit du matériel pour proposer une idée nouvelle autour d'une problématique qu'on aura préalablement déterminée. C'est un véritable travail de création. On rend compte d'un phénomène juridique pour l'extraire de la casuistique et faire sortir une systémique. Traduction, c'est ce que nous avons fait avec le groupe de travail. On n'a pas étudié chaque cas d'usage d'OSINT. Au début, on s'est dit qu'on allait peut-être devoir faire ça, mais on a rapidement vu que ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop complexe et puis contre-productif. On n'aurait jamais terminé si on étudiait chaque cas d'usage d'OSINT. Donc, on a plutôt essayé de prendre du recul, élargir le spectre et puis trouver un fil conducteur, une logique commune. Et cet exercice, il permet de déduire une systématisation des règles de droit applicables à l'OSINT, mais plus généralement aux outils de cybersécurité. Je vous parlais tout à l'heure du chiffrement, par exemple. Donc, en résumé, on a 3 étapes quand on fait de la recherche en droit. On définit un sujet, en l'occurrence l'OSINT. On récolte la matière. En l'occurrence, nous avons récolté les remontées du terrain, des praticiens, les règles de droit applicables. Et puis, on essaye de faire apparaître une logique dans tout ça pour proposer une solution à notre problématique de départ. Pour ce qui est de la récolte de la matière, on a de la chance d'avoir fait ce travail dans un groupe de travail pluridisciplinaire et on a bénéficié de la veille documentaire des uns et des autres. C'était très important parce qu'en matière d'OSINT, on n'a pas autant de jurisprudence ou de doctrine que dans les matières plus classiques du droit.
Donc nous en avons terminé avec ce qu'est l'OSINT, notre définition, la méthodologie, et maintenant passons à l'état des lieux. Qu'est-ce que nous avons constaté lors de ces 2 années de travaux? Eh bien, lors de la première année, on a défini clairement notre sujet, notre angle de recherche. On a récolté la matière et nous avons restitué nos travaux à l'école militaire. Et ça a consisté pour chaque groupe de praticiens de notre groupe de travail, donc je vous ai dit qu'il y avait des membres issus du secteur régalien, des avocats, des entreprises, de rédiger un cas d'usage pour identifier les cas d'usage d'OSINT et puis les problématiques juridiques qui existent. Je vais vous en parler rapidement, mais le secteur régalien, il a rédigé un cas d'usage portant sur la problématique de la collecte de données issues d'un vol et d'une fuite de données. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il s'est avéré que cette collecte, elle est possible en partie, et puis dans d'autres cas, elle n'était pas possible, elle était prohibée. Donc, on avait une question de droit qui restait en suspens cette première année. Le secteur des avocats a parlé de la manière dont il collecte des données en source ouverte pour défendre les intérêts de ses clients. Ici, c'était un petit peu plus simple parce que nous avons établi que la marge de manœuvre des avocats et ce qu'ils ont le droit de faire était quand même beaucoup plus large que ce que le régalien avait le droit de faire. Et ensuite, nous avons le secteur des entreprises qui a aussi travaillé sur la nécessité de récolter des données issues de fuites de données. Et nous avons aussi établi que c'était en partie recevable, mais que des questions demeuraient en suspens. Donc nous avons donc déduit de notre première année de travaux que des solutions juridiques existent, mais qu'elles n'apportaient pas la sécurité juridique suffisante, notamment sur la question de la récolte des données issues de fuites de données et issues d'infractions. Petite parenthèse, j'ai parlé d'insécurité juridique plusieurs fois. Qu'est-ce que ça signifie ? La situation d'insécurité juridique, c'est celle dans laquelle on ressent un sentiment ou un état de danger dans ce qui est fait en justice et dans ce qui est relatif au droit. On a bien vu que par rapport à l'OSINT, il y avait un réel sentiment de crainte en raison de cette insécurité juridique, et ça provoque des formes d'autocensure alors que l'OSINT est absolument nécessaire à la cybersécurité. Mais ce n'est pas nouveau, cette insécurité juridique. Je vous ai parlé de systémique tout à l'heure. On a observé qu'en droit de la cybersécurité, la réglementation applicable aux outils de cybersécurité suit souvent 3 étapes. Les 3 étapes, je vous les ai mises ici. La première phase, c'est celle de l'insécurité juridique. Nous avons un outil de cybersécurité qui apparaît, par exemple le chiffrement ou l'ingénierie inverse, qui est contraire au droit, alors que la méthode de cybersécurité, elle est là pour servir l'intérêt commun. Ça provoque des formes d'autocensure. Ensuite, ces outils passent souvent dans une deuxième phase qui est celle de la clarification juridique. On fait apparaître le cadre juridique applicable soit dans les règles de droit existantes, soit on propose des réformes pour faire évoluer le droit et puis sécuriser juridiquement la pratique liée à l'outil de cybersécurité. Et enfin, la 3e phase, c'est celle de la sécurité juridique. Au cours de cette phase, au terme de cette phase, on a un cadre juridique clair qui s'applique. Et la méthode de cybersécurité, elle devient acceptée et répandue. Ce schéma, c'est celui qu'a suivi par exemple le chiffrement. On sait que le chiffrement a longtemps été interdit, insécurité juridique. Puis en 2004, on a une loi qui est enfin venue dire que l'usage du chiffrement, enfin je n'utilise pas les termes exacts de la loi, mais que l'usage du chiffrement est libre, sécurité juridique, phase de clarification, puis sécurité juridique. Ce schéma, c'est celui qu'emprunte l'OSINT. On est on est peut-être dans la phase d'insécurité juridique, mais on espère en sortir et on est en train d'en sortir. C'est pourquoi on a dû poursuivre nos travaux sur une 2e année. Donc je viens de présenter l'état des lieux. Passons donc aux perspectives pour répondre aux questions suivantes. Est-ce que c'est possible de faire évoluer le droit ? Si oui, est-ce que le droit il est prêt à accueillir une évolution ? Et si oui, eh bien, comment est-ce qu'on procède ?
Il est important de comprendre que le droit, il peut et il doit évoluer. En fait, le droit, il évolue constamment. Pour le comprendre, il faut comprendre quel est l'objectif du droit et puis comment la loi est créée. Voyons ce qu'est l'objectif du droit. J'ai pris la citation d'un auteur, d'un membre de la doctrine juridique, qui dit que si le droit repose sur des valeurs, il ne saurait pour autant incarner qu'une vérité relative, celle des hommes et de la société dont il relève à un moment donné. L'objectif du droit, c'est d'organiser la vie en société. C'est pourquoi l'observation de la société, elle a une influence sur le droit. C'est aussi pourquoi le besoin de droit dans une société, il évolue constamment. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'il y ait des barrages, des formes d'autocensure à une utilisation des données en source ouverte, comme on ne peut plus accepter qu'il y ait une utilisation non légitime et illicite de ces données. En second lieu, qu'est-ce qui déclenche la création de la loi? Le professeur Carbonnier, qui est un auteur qu'on apprécie quand on fait de la recherche en droit et qu'on apprécie les belles plumes, explique que, dans un essai sur les lois, que décider de faire une loi, c'est outrepasser un statu quo. Selon lui, on crée une loi, on crée une réforme qui est diffusément désirée. Et je peux vous dire que la création d'un cadre de droit commun à l'OSINT, il est diffusément désiré. Tous les praticiens que nous avons entendus, gendarmerie nationale, police nationale, service des douanes, avocats, acteurs de la cybersécurité et j'en passe, ils ont émis ce souhait. On a un réel besoin de droit et c'est une demande qui émane du terrain. Nous avons donc un droit qui peut évoluer. C'est inscrit dans la nature même du droit, cette possibilité d'évoluer. Maintenant que je vous ai dit tout ça, donc je vous ai dit que le droit peut évoluer, il doit évoluer, et surtout, il peut évoluer parce que le terrain juridique, il est mûr pour recevoir une telle évolution. Je vais vous l'expliquer davantage. Le terrain juridique est mûr, et voici 3 exemples que je vais vous donner. Nos institutions, nos tribunaux, nos autorités, notre législateur nous envoient des indices pour nous dire que le droit applicable à l'OSINT doit évoluer. Premièrement, la Cour de justice de l'Union européenne a, dans une décision, dit que la personne dont les données figurent dans une fuite de données subit un préjudice d'anxiété. Parce qu'elle vit sous la menace constante que ces données elles soient réutilisées pour commettre toute une série d'infractions. Et je cite, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que dans ce cas-là, il faut agir à temps et de manière appropriée. Qu'est-ce que ça signifie agir à temps de manière appropriée? Ça signifie aller voir ces fuites de données, les récolter et puis mettre en place des mesures pour empêcher que ces données elles soient utilisées pour commettre des actes de cyberdélinquance en série. Deuxièmement, la CNIL, et je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais la CNIL aussi, nous avons consulté à plusieurs reprises au cours de nos travaux. Elle nous a aidé à aiguiller nos travaux en nous donnant ses conseils de rédaction. La CNIL, dans sa feuille de route 2025-2028, elle axe une partie de ses actions sur la cybersécurité et puis elle évoque expressément le phénomène des fuites de données. Elle en a d'ailleurs fait son thème au cours de la Privacy Day. Elle déplore le fait que les personnes dont les données sont dans une fuite de données souvent ne le savent pas. Je crois que c'est 63% des personnes. Et elle souhaite qu'on mette en place des mesures, des stratégies pour identifier ces fuites de données. Et enfin, la directive NIS 2, donc notre législateur européen, il dit expressément qu'une bonne cybersécurité, c'est celle qui englobe l'humain, et donc un traitement des données personnelles à des fins de cybersécurité. Dans le règlement DORA aussi, on met en avant le traitement des données en source ouverte. Passons donc aux résultats de nos travaux, issus de notre seconde année de recherche. Nous proposons un texte de loi qui va poser une liberté de principe de l'OSINT, assortie de plusieurs bornes dans lesquelles l'OSINT doit être pratiqué. Ça revient à offrir une sécurité juridique de l'OSINT, autrement, connaître ses droits et connaître ses obligations. On n'a pas souhaité faire un régime par secteur, on a souhaité faire un régime de droit commun. Ça ne veut pas dire que des secteurs spécifiques qui ont des besoins spécifiques ne pourront pas y déroger en créant des régimes de droit spécifiques. D'ailleurs, il en existe déjà, par exemple, pour les fiscs et les douanes. Nous avons donc un article de principe qui dit que l'OSINT est libre,
dans le respect des règles de droit applicables. Qu'est-ce que ça veut dire? L'OSINT est libre, déjà cette formulation on ne l'a pas inventée, on la trouve dans le droit applicable au chiffrement qui nous a dit en 2004 que le chiffrement est libre. Ça a été nécessaire pour protéger la vie privée et pour des raisons de cybersécurité. Donc on dit juste qu'on a une liberté de principe et on dit que cette liberté elle est infinie à condition de rester entre 4 points que nous avons tracés. Imaginez une autoroute, elle est infinie et pourtant elle est bordée en largeur. Quels sont ces 4 points? La vie privée, les données personnelles, la propriété intellectuelle et le secret protégé par la loi. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire de l'OSINT si j'ai des données relatives à la vie privée ou des données personnelles. Ça veut juste dire que si j'ai ces données, je dois respecter le cadre applicable à chacun de ces secteurs. Mais nous avons aussi ajouté un alinéa qui dit qu'il y a des cas dans lesquels on peut modifier certains de ces 4 points et, par exemple, un de ces 4 points ne s'appliquera pas. Puis, nous avons ajouté des articles supplémentaires. Je vais vous donner un exemple d'un article supplémentaire. Nous avons rédigé un article qui interdit d'utiliser des données issues d'une infraction, telles que le doxing, telles que les fuites de données, telles que les hypertrucages, par exemple, sauf si on a un motif légitime de le faire. Autrement dit, s'il existe un motif légitime pour traiter ces données, alors cette action elle est permise. Cette formulation, nous ne l'avons pas inventée. La légitimité, elle apparaît 28 fois dans le code pénal. Elle apparaît pour des infractions tout à fait anecdotiques ou des infractions plus graves. Par exemple, ouvrir une borne d'eau incendie dans la rue et provoquer un écoulement des eaux, c'est interdit. Je peux être sanctionné pénalement, sauf si j'ai un motif légitime de le faire. Autre exemple, j'encours une peine d'emprisonnement et une amende si je me couvre le visage à l'occasion d'une manifestation publique, sauf si j'ai un motif légitime de le faire. Aussi, le code pénal, il interdit d'emmener des explosifs dans les transports en commun, sauf si j'ai un motif légitime de le faire. Attention, on ne peut pas utiliser des explosifs. On peut les emmener, mais on ne peut pas les utiliser. Et finalement, tout ça, ça procède d'une démarche tout à fait logique. On interdit, mais ce n'est pas une interdiction péremptoire, c'est une interdiction intelligente. On peut autoriser par exception lorsque la finalité est légitime. Dans le code pénal, on a un article très spécifique qui s'applique aux outils de cybersécurité. Il s'agit de l'article 323-3-1. Je vais le résumer, mais cet article il sanctionne le fait de détenir, d'offrir, d'utiliser des outils ou des moyens qui permettent de faire du piratage, autrement dit des atteintes à des stades, sauf si on a un motif légitime de le faire. Et cet article il a été créé et précisé pour offrir la sécurité juridique aux personnes qui utilisaient des outils de piratage à des fins de cybersécurité. Parce qu'avant cela, ils se trouvaient dans une situation paradoxale. Ils risquaient de voir leur responsabilité pénale engagée. On peut lire dans les rapports législatifs qui ont entouré la création, la rédaction de cet article que, aujourd'hui, l'incertitude juridique ne permet pas à leur recherche, au développement de solutions et aux actions de riposte en présence d'une attaque de se dérouler dans des conditions optimales. On avait donc un vrai problème qui a été résolu grâce à la loi. Et nous souhaitons que l'OSINT, à des fins légitimes, il puisse se dérouler dans des conditions optimales. Nous avons donc travaillé sur cette logique juridique pour rédiger un article permettant de traiter des données issues d'une infraction, mais seulement si c'est fait à des fins légitimes. Dans tous les autres cas, c'est sanctionné pénalement par les peines applicables à l'infraction de recel. Donc voici pour la manière dont j'ai brossé, au nom du groupe de travail, au nom de tous les membres de notre groupe de travail, au nom des professeurs Séjean et du professeur Varusfel, la manière dont j'ai brossé en une demi-heure 2 années de travaux. Donc c'est assez court. Le sujet, il est définitivement passionnant, complexe. La recherche en droit, il y a toute sa place, d'autant plus qu'on sait que l'OSINT, il est indispensable pour protéger les intérêts des citoyens, les intérêts de la nation et plus largement les intérêts de l'Union européenne. Je vous remercie de votre attention. Alors la vraie difficulté avec ce type d'intervention, c'est qui va poser la première question, parce que
Vous avez coiffé un spectre assez large. Mais on a trouvé le premier qui va poser la question. Il est déjà là. Tenez. Moi, je veux juste savoir si le rapport est public et si on peut le trouver quelque part. Alors, il n'est pas public pour l'instant. Dès qu'on peut publier les travaux, on les publiera parce qu'ils sont là pour servir le bien commun. Donc, à partager plus. Merci. Avez-vous une autre question? Moi, j'en ai une. Les travaux que vous avez réalisés sont au titre du droit français. Quid du droit européen? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une stratégie d'influence dans ce cadre-là? Est-ce que c'est une approche de lobbying français? Ça a déjà été beaucoup de travail de faire quelque chose au niveau du droit français. Mais je pense que le but ultime pourrait être de faire quelque chose au niveau du droit européen. Ça devrait, c'est enclenché, c'est pas encore enclenché? C'est pas encore enclenché, mais on n'a rien trouvé dans nos recherches dans les autres pays de similaire à ce que nous proposons. Donc vous partez du principe qu'on va vous suivre? Bah, ce serait bien, c'est jamais. Avez-vous d'autres questions concernant... Monsieur? Oui, moi ma question c'est déjà le terme OSINT c'est Open Source Intelligence, donc on est sur un terme anglais et sur l'approche juridique, quelle est la limite pour vous de la définition? Parce qu'ici il y a beaucoup de techniciens et c'est vrai que par rapport au droit, et parfois ici on parle d'OSINT et c'est même plus de l'OSINT, donc comment vous le matérialisez en écrit on va dire? J'ai pas très bien entendu. En gros, c'est quel est le champ de définition de l'OSINT? Où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que ça commence? C'est un peu ça? Alors, si vous voulez, après, je pourrais vous donner la définition plus clairement. Je peux la répéter, mais je pense que tout est dit dans la définition. En fait, l'idée, c'est de dire que l'OSINT, globalement, aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'entreprises qui parlent d'OSINT, mais parfois, c'est plus du tout de l'OSINT. Et d'où ma question sur comment vous le contextualisez d'un point de vue juridique. Je pense qu'il faudra qu'on discute après parce que ça nécessite une discussion pour que je vous donne tous les éléments, mais n'hésitez pas après. Autre question? Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir comment vous différenciez la partie OSINT et la partie RGPD, parce que vous pouvez tomber l'un avec l'autre en opposition. Oui. Alors, comme je vous ai dit, on a travaillé en collaboration avec la CNIL pour être certain que ce qu'on propose ne vienne pas déroger au RGPD et englobe les principes du RGPD. Je vous ai dit que dans l'article 1er, nous avons dit que l'OSINT doit se faire, qu'il est borné par 4 points, et un de ces points, c'est la protection des données personnelles. Voilà. Mais le fondement de la protection des données personnelles, c'est le droit à la vie privée, il est relatif. Il y a des mécanismes de proportionnalité qui sont bien connus en droit de l'Union européenne qui permettent de faire de l'OSINT avec des poids et des contrepoids selon les cas d'usage. Autre question? Vous l'avez peut-être évoqué. Pour moi, la question, c'est sur le lieu d'exécution finalement de l'entreprise. Aujourd'hui, dans un environnement digital, on a finalement des entreprises qui ne sont pas en France, qui en revanche opèrent en France. Donc, quid justement du droit? C'est-à-dire quel est le droit? Est-ce que le droit français est finalement utilisable dans ce cadre-là? Ils sont soumis au droit européen et au droit français dès lors qu'ils traitent les données de nos citoyens. D'accord. Mais dans la réalité, ils sont soumis. Dans la réalité, on voit tout et n'importe quoi. Donc, faut voir avec nos amis de la gendarmerie après. C'est ça. Une dernière question? Tout d'abord, bonjour. C'est une question qui fait écho plus ou moins à ce qu'a dit monsieur en fait à l'instant, à savoir que certaines enquêtes OSINT ont tendance en fait à commencer en France et avoir des rebonds éventuellement sur différents pays. À ce niveau-là, la légitimité est soumise en fait à quel droit en fait? Si jamais j'ai une enquête qui commence en France, qui rebondit en Israël, qui va éventuellement en Ukraine, droit français. Ça sera le droit français en fait. Après, il y a des mécanismes de droit international qui peuvent s'appliquer si ça vient à se présenter devant un tribunal avec avec un choix qui pourra s'opérer entre les différents droits, mais ça c'est des mécanismes propres au droit international. D'accord, merci.
Écoutez, Émilie, on va pouvoir vous applaudir Merci. parce qu'effectivement, Merci c'était à une vous. présentation extrêmement claire, précise. Et il y a beaucoup de gens qui attendent la publication rapidement du rapport. Donc, Bah, nous aussi.